La surprise du jour en Pologne, Solidarité pourrait être reconnue officiellement. Le Premier ministre polonais s'est prononcé pour. Boeing en défaut, cet appareil avait un système d'extinction inversé. Ils ont été contrôlés après la catastrophe de Leicester. Aucune nouvelle de Paul van den Boynens. Plusieurs revendications douteuses de l'enlèvement de l'ancien Premier ministre. L'affaire Péchinet rebondit. Il y avait bien des initiés, essentiellement des financiers du Proche-Orient. C'est le journal Le Monde qui l'affirme. La guerre de la pêche à l'autre bout du monde. Saint-Malo contre Saint-Pierre-et-Miquelon. On joue les arrêts de jeu. Bonsoir, et avant de développer tous ces titres, une nouvelle très triste qui sera aussi un hommage. La mère Denis est morte. C'était sans doute la grand-mère la plus célèbre de France, et elle était devenue star sur le tard, à 79 ans seulement. Elle s'est éteinte dans sa 95e année. Hervé Bozeny. Merci, mère Denis, de nous avoir montré le chemin. Merci, mais vous l'avez quand même congédiée, la mère Denis. L'authenticité, la solidité, toutes ces images, comme vous dites, qu'elle était censée incarner, tout cela s'est passé de mode. Aujourd'hui, on ne batouille plus le linge, comme disait la dame. Le microprocesseur a chassé le battoir, et tant pis pour la mère Denis. Elle nous ressemblait pourtant bien un peu, mademoiselle Jeanne Le Calvet, mariée Denis. Employée au chemin de fer en 44, puis sans réserve, elle lavait le linge de la commune à Barneville, Carteret, Calvados. Et voilà, son voisin était un ingénieur commercial et à 80 ans, l'inconnu de 20 stars, et même auteur d'un livre. Ce qu'on n'a pas fait avec vous, mère Denis, vraiment. Oui, c'est vrai ça. Mère Denis! Depuis 8 ans, elle vivait dans un presbytère. Avec son salaire de star, non de vedette, elle s'était acheté ce lieu où l'on n'a plus grand-chose à laver. Ah oui, j'ai acheté tout ce que j'ai voulu. J'ai choisi le plus beau de tout. Oui. Et je suis content de pouvoir rester là. Ça fait déjà 3 ans que je l'ai fait. Oui, mais je ne meurs pas, je reste là. Surprise et interrogation en Pologne. Le syndicat Solidarité pourrait être reconnu officiellement. Le Premier ministre, M. Rakowski, s'est prononcé pour le principe. Dans le futur, Solidarité serait reconnue, mais sous certaines conditions. Alors du côté de Solidarność, on se montre un petit peu sceptique. Jean-Marc Ilouz. Lech Walesa redeviendra-t-il bientôt, et le plus légalement du monde, le président de Solidarité, le mouvement syndical polonais interdit depuis 7 ans déjà? C'est l'enjeu officiel des 48 heures de débat qui s'achèvent ce soir devant le comité central du Parti communiste polonais. Cet après-midi, pour la première fois, Mieczysław Rakowski, le plus modéré des premiers ministres polonais depuis bien longtemps, s'est clairement prononcé pour une reconnaissance de solidarité. Pas tout de suite et sous condition, mais une reconnaissance qu'il refusait encore il y a quelques semaines. Si elle triomphe des oppositions conservatrices dans le parti, dans le syndicat officiel et dans l'appareil de sécurité, la proposition Rakowski permettrait la légalisation de Solidarité pendant une période d'essai de 2 ans. M. Walesa pourrait alors peut-être accepter la négociation qu'il avait refusée au gouvernement lors de son spectaculaire face-à-face télévisé de novembre avec les syndicats officiels et s'engager, comme M. Rakowski le lui demande, à renoncer à la grève pendant ces 2 années. D'où la deuxième inconnue, Lech Walesa acceptera-t-il, comme le lui suggère aujourd'hui le pouvoir polonais, de ne plus être un opposant, mais un partenaire. À Varsovie, ce soir, la discussion est serrée. En attendant le vote du comité central, les proches de Solidarité retiennent leur souffle. Plusieurs tentatives de rapprochement entre le pouvoir et sa principale opposition ont déjà capoté ces derniers mois. Les Boeing étaient mal branchés, 7 d'entre eux tout au moins. C'est ce qu'ont découvert avec stupeur les ingénieurs chargés de contrôler tous les appareils après la catastrophe de Leicester, où un 737 de la British Midland s'était écrasé en faisant 44 morts. C'est peut-être là la cause de la catastrophe. Patrick Esther. Il s'en passe de belles chez Boeing à Seattle. Plus les ingénieurs vérifient l'avion, et plus ils s'aperçoivent que les erreurs de montage électrique sont nombreuses sur les appareils âgés de moins d'1 an. Sur les Boeing 737 et 757 contrôlés depuis vendredi dernier, 7 présentaient un grave défaut.
les câbles des signaux d'alarme incendie étaient inversés. L'administration américaine a ordonné que tous les modèles de ce constructeur subissent une vérification. Ces découvertes confortent l'une des hypothèses selon laquelle le Boeing 737-400 se serait écrasé en Angleterre à la suite d'une erreur de signalisation de bord. Le moteur de gauche, en s'échauffant, aurait déclenché une alarme correspondant au moteur de droite. Le pilote aurait alors coupé le moteur de droite, l'avion poursuivant son vol durant plus de 20 minutes sur le moteur en surchauffe. À l'approche de l'atterrissage, le pilote, en remettant les gaz à fond, aurait provoqué l'explosion du moteur. Toutefois, les pannes des 7 derniers Boeing concernaient non pas l'inversion des alarmes incendie des moteurs, mais des soutes à bagages. À Seattle, les responsables de la firme américaine vont maintenant devoir trouver l'origine de ces erreurs. La disparition de VDB en Belgique, l'ancien Premier ministre Paul van den Boynens n'a toujours pas été retrouvé malgré les recherches de la police. Depuis hier soir, il y a eu plusieurs revendications d'un éventuel enlèvement, mais elles semblent bien suspectes. Il y a même eu une revendication très douteuse au nom d'Action Directe. Alors le point sur l'enquête tout de suite à Bruxelles avec Isabelle Bechler. C'est la guerre des revendications depuis hier soir où 2 coups de téléphone identiques annonçaient au nom de la Brigade socialiste révolutionnaire qu'on ne retrouverait le corps de Paul van den Boynens qu'en petits morceaux. Moins macabre mais totalement contradictoire et également signé BSR, une lettre est parvenue ce matin dans 2 rédactions bruxelloises, dont celle du Soir. Il s'agit dans cette lettre d'un charabia marxisant qui réclame une rançon de 30 millions de francs belges, 5 millions de francs français pour, je cite, soulager la pauvreté en Belgique au nom des travailleurs. Une lettre qui semble bien un peu fantaisiste, mais les enquêteurs s'attachent au moindre indice. La dernière manifestation en date, cet après-midi, de prétendus ravisseurs émanerait des CCC, le groupe terroriste des cellules communistes combattantes. Là, le correspondant téléphonique a donné un ultimatum de 72 heures et propose de laisser la vie à l'ancien Premier ministre belge contre la libération des 4 membres des CCC qui ont été condamnés à de très lourdes peines de prison en octobre dernier. Les affaires suite mais pas fin, loin de là. Aujourd'hui, le journal Le Monde publie une longue enquête à propos de l'affaire Péchinet, une enquête où apparaît une piste libanaise. La COB, la Commission des opérations de bourse, enquêterait en effet sur des financiers du Moyen-Orient. Ce sont eux qui auraient fait les plus gros bénéfices, les plus gros profits dans l'affaire au moment du rachat par Péchinet d'une société américaine. 2 noms ressortent de l'enquête du Monde, ceux de Samir Traboulsi et celui de Roger Tamraz. Éclaircissement, Véronique Auger. Les 15, 16 et 17 novembre dernier, 220 000 actions Triangle, la société mère d'American Can, sont achetées à la bourse de New York alors qu'ils s'en échangent traditionnellement 2 à 3 000 chaque jour. La SEC, le gendarme de la bourse américaine, flaire le délit d'initié, un délit qui aurait été commis à l'occasion du rachat d'American Can, le numéro 1 mondial de l'emballage, par Péchinet, un rachat annoncé officiellement par Jean Gandois le lundi 21 novembre. Avec l'aide de la COB, la SEC enquête. Des noms sortent. On parle d'abord de Max Terret, l'ancien patron de la FNAC, qui aurait acheté 32 300 actions, mais aussi de Roger Patrice Pelat, un ami du chef de l'État qui aurait acquis 10 000 titres, et puis de certaines charges parisiennes. Au total, plus de 50 000 actions achetées de France. Mais la SEC s'intéresse également à la Suisse et à un intermédiaire luxembourgeois, Petrus. C'est de là, selon le journal Le Monde, que les enquêteurs américains auraient retrouvé la piste des 168 000 autres titres délictueux. Cette piste les mène au Proche-Orient, avec surtout la présence d'un financier libanais, Roger Tamraz, président jusqu'à il y a une semaine à peine de la Banque de participation et de placement, mais dont le directeur général nie toute participation à l'affaire. La première remarque, c'est que la Banque de participation et de placement n'a pas de lien juridique avec la société Petrus. Nous ne sommes donc pas actionnaires de cette société. Le second point qui concerne des opérations qui ont été faites avec la société Petrus, nous n'avons fait aucune opération avec elle et elle n'a fait aucune opération avec notre banque. Pour le moment, la COB ne fait aucun commentaire, mais s'intéresserait aussi, selon certains, au rôle d'un autre financier libanais, Samir Traboulsi. L'homme n'est pas avare de signes extérieurs de richesse. Voitures de luxe, yachts, appartements multiples, il est milliardaire. Pas avare non plus de prodigalités et services rendus à l'ensemble de la classe politique, à gauche comme à droite. Précieux monsieur Traboulsi qui ce soir dément toute relation
avec Roger Tamraz dans le cadre de l'affaire Péchinet. Je n'ai jamais parlé de l'affaire Péchinet avec Roger Tamraz puisque je ne connaissais pas l'affaire Péchinet la dernière fois que j'ai vu Tamraz. Je ne suis pas responsable de ce que font tous les Libanais dans le monde et je trouve l'amalgame complètement scandaleux. Je n'ai pas une seule action triangle, pas une seule. Et ça, la vérité éclatera un jour ou l'autre et tout le monde saura que je n'ai pas une seule action. D'ailleurs, ceux qui ont acheté des actions l'ont fait à mon insu et ont mis en cause et en danger l'affaire pour laquelle je travaillais. Il ne faut pas être très malin pour le comprendre. On sait que Trabulsi négociait dès la mi-juillet pour le compte du président américain de Triangle, Nelson Peltz, avec les représentants de Péchinet, mais aussi avec Alain Boublil, le directeur de cabinet de Bérégovoy, un proche de Trabulsi. La question se pose alors, qui a informé les investisseurs proche-orientaux et leur a permis de réaliser de très confortables plus-values? Les coupables sont-ils proches du pouvoir? Ce n'est que lorsque la COB aura répondu à cette question qu'elle pourra saisir les tribunaux. Les modérations dans la hausse des loyers, un texte vient de paraître en ce sens au journal officiel. Alors si votre loyer augmente de plus de 10%, la hausse devra être étalée sur 6 ans. Cette mesure s'applique pour tous les contrats renouvelés à partir du 14 janvier 89. La guerre Saint-Malo-Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une guerre de la pêche. Les habitants de ce département français, perdus dans les glaces près du Groenland, les Saint-Pierrais donc, ne veulent pas voir les bateaux malouins venir pêcher dans leurs eaux. Tout l'archipel est en effervescence, moi aussi, et la situation est bloquée. Christophe Marté. La Grande Hermine, c'est l'arrivée de cet énorme chalutier-usine de Saint-Malo qui a provoqué la colère des Saint-Pierrais. Ils n'admettent pas que ce navire vienne ratisser une zone de pêche qu'ils jugent trop exiguë. Ces Français du bout du monde ont déjà dû céder une partie de leur zone de pêche aux Canadiens. Aujourd'hui, ils doivent partager ce qu'il reste avec des pêcheurs métropolitains. Les 2 navires de Saint-Malo, mieux équipés, sont selon eux une menace pour l'économie de leur île, entièrement tournée vers la mer. Pour tenter de mettre fin à la tension qui règne sur l'île, le gouvernement a exigé que la Grande Hermine cesse provisoirement toute activité, ce qui devrait permettre aux négociations de reprendre. Les élus locaux sont maintenant attendus à Paris pour une rencontre de la dernière chance avec le Premier ministre. Je pense que Gérard va être d'accord avec moi. Pas d'accord à Paris pour les municipales entre socialistes et communistes. Ce matin, les négociations ont tourné court. Le PC réclamait la tête de liste dans 2 arrondissements. Réponse négative du PS. Et à propos des municipales, une réflexion sur la place que les Français originaires du Maghreb doivent tenir sur les listes. L'association France Plus prévoit que 300 jeunes beurs pourraient être élus sur des listes municipales, à droite comme à gauche. Au Parti socialiste, pour la première fois, il existe un délégué chargé des Français originaires du Maghreb. Pascal Guimier. Le vote beurre, personne ne sait s'il existe vraiment, mais les politiques prennent leurs précautions, on ne sait jamais. L'enjeu, près d'1 million de Français d'origine maghrébine, pour la moitié inscrits sur des listes électorales. Carte d'identité et carte d'électeur en poche, des Français pas tout à fait comme les autres, tout simplement parce que particulièrement courtisés à 2 mois des municipales. À droite comme à gauche, les partis font assaut de politesse pour qu'ils figurent sur leur liste. Le PS, lui, semble bien avoir pris une petite longueur d'avance. L'objectif en tout cas est clair, l'intégration par la politique. Un programme ambitieux, mais sans doute pas tout à fait désintéressé. Donne pas des places, je crois qu'ils les ont conquises. Et je crois que c'est un phénomène tout à fait naturel. Il est normal, il faut que ça devienne banal maintenant que à toutes les élections, il y ait, entre autres, des candidats d'origine maghrébine. Les beurs disent banco, mais sans être dupes des arrière-pensées qui pourraient peut-être se cacher derrière le paravent des bonnes intentions. Se présenter au municipal, rien de plus normal, à condition de ne pas y faire que de la figuration. L'essentiel, c'est le résultat. Si le résultat, c'est que ces élus permettent de faire régresser le racisme et d'améliorer la situation des communautés immigrées dans telle ZUP par exemple ou pour l'aménagement de telle grande cité, le bilan sera très positif. À Roubaix, Grenoble, Toulouse ou Bordeaux, à Rouen, Conflans ou bien Dunkerque, aussi bien sur des listes de droite que sur des listes de gauche, près de 300 beurs seront en position d'être élus en mars prochain. Seul parti ce soir à apporter un bémol, le Front National. S'il s'agit de Français qui entendent défendre les intérêts de la France, nous n'avons rien contre. Ce qui nous paraît grave, par contre, c'est de commencer à faire une comptabilité de l'origine ethnique ou religieuse des candidats sur les listes électorales. Car il s'agirait là de discrimination raciale, ethnique, religieuse, qui sont radicalement contraires
aux principes de la Constitution française, et ça nous le rejetons totalement. Un Front National qui, lui, a toujours soigné ses amis harkis. En matière d'élection, c'est bien connu, chaque voix compte et comptera de plus en plus. L'Académie de Paris a un nouveau recteur. Il s'agit de Madame Michèle Gendreau-Massalou, qui vient de la CNCL et qui avait été précédemment conseillère à l'Élysée. Madame Gendreau-Massalou remplace Madame Arveller. Au Conseil des ministres ce matin, on a beaucoup parlé d'éducation. Confirmation des crédits débloqués pour ce secteur décisif. Et puis cet après-midi, début de la concertation entre Lionel Jospin, le ministre, et toutes les parties prenantes. En fait, une concertation qui va durer plusieurs mois jusqu'à la loi d'orientation qui, elle, pourrait être votée au printemps. Chantal Quimerlin et Dominique Laury suivent les discussions au ministère de l'Éducation. Si l'on devait résumer d'une phrase le projet éducatif de Lionel Jospin, ce serait « Plus aucun jeune ne devra sortir de l'école sans diplôme ». Le ministre a présenté la loi d'orientation pour l'éducation devant 38 organisations, représentant notamment les enseignants, les parents d'élèves, les lycéens, les élus locaux et le patronat. À mettre en exergue 4 grands objectifs qui devront être atteints dans la décennie. Les redoublements seront exceptionnels, les rythmes scolaires réétudiés, les examens simplifiés. Les enseignants devront remplir un rôle éducatif plus marqué selon la formule de Lionel Jospin. Le principal changement concerne le collège. Un corps de professeurs de collège sera créé. Leur formation, leur statut, leur carrière seront analogues aux professeurs de lycée. Exigences pour la pédagogie, exigences pour les acteurs de l'éducation, tel se dessine le projet éducatif du gouvernement dans sa philosophie. Si la plupart des représentants semblent aujourd'hui favorables au projet, ils semblent plus réservés sur les moyens qui seront débloqués. Pour l'instant, je dois dire que si les orientations nous semblent bonnes, répondre à nombre de nos questions, se pose la question de savoir si on aura les moyens, si le gouvernement aura les moyens de mettre en œuvre réellement de tels objectifs. Là-dessus, nous sommes très interrogatifs. À partir du moment où les objectifs sont indiqués, qu'ils sont déclarés utiles dans l'intérêt des jeunes et du pays, il faut absolument que le gouvernement, que la nation trouve les moyens de financer pour atteindre ces objectifs. Quant au SNES, ce n'est pas une surprise, il est radicalement contre. Les enseignants discutent en ce moment de ces propositions puisqu'ils peuvent les suivre en direct. Les premiers échos qui nous parviennent, c'est un fort mécontentement et la volonté de ne pas laisser passer ces mauvais choix. Demain, les négociations sur la revalorisation des salaires des enseignants, une confrontation avec les syndicats qui s'annonce encore plus délicate. Le Conseil constitutionnel vient de dire oui mais au projet de loi sur le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il estime la loi conforme à 2 articles près, 2 dispositions mineures que le Conseil constitutionnel annule donc. Mais cela ne devrait pas empêcher le gouvernement de promulguer la loi dès la semaine prochaine. Les États-Unis tels qu'on ne les voit qu'au cinéma. D'habitude. Car c'est vrai, dans la réalité, lorsqu'on voyage outre-Atlantique, on a plutôt l'impression d'un pays en ordre. Et il faut les feuilletons ou les films pour nous en donner une autre image, comme Miami Vice par exemple. Eh bien, ce qui s'est passé la nuit dernière à Miami, justement, donne une image, vous allez le voir, bien différente de l'Amérique. Dominique Verdeillan. Overtone, le quartier le plus pauvre de Miami. Jets de pierres et de bouteilles, mais aussi coups de feu, voitures incendiées, magasins pillés. Tout un quartier, habité en grande majorité par une population noire, a affronté durant plus de 5 heures les flics de Miami. Les troubles ont débuté en fin d'après-midi. Des policiers prennent en chasse une moto sur laquelle s'enfuient 2 jeunes gens soupçonnés de vol. Un policier tire, la moto entre en collision avec une voiture. Un des 2 suspects est mort sur le coup, l'autre est blessé grièvement. Plusieurs habitants du quartier, une centaine, prennent alors le parti du motocycliste. Durant plusieurs heures, plus de 1000 policiers s'affronteront violemment avec les habitants de ce quartier qui, dans le passé, fut déjà le théâtre des luttes raciales. Il y a 9 ans, 18 personnes avaient été tuées à la suite d'affrontements encore plus violents. L'état d'urgence n'a pas été déclaré car l'émeute a été contenue, déclarait ce matin le maire de Miami. Bilan de cette nuit, 1 mort et une dizaine de blessés. Aujourd'hui, le calme est revenu à Miami, en apparence seulement. Hier, les États-Unis célébraient l'anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Le gouvernement allemand en mauvaise posture, l'affaire de l'usine libyenne de Rapta lui revient en pleine figure. Le gouvernement de Bonn a dû reconnaître que l'usine libyenne était bien une fabrique d'armes chimiques et dans le même temps, certaines sociétés allemandes ont avoué avoir travaillé pour cette usine. Bernard Benjamin.
On le pressentait depuis plusieurs jours, la confirmation est arrivée hier soir par la bouche du ministre ouest-allemand des Finances. Nous devons admettre, a-t-il dit, que dans l'usine de Rapta, il y a bien un département susceptible de produire des gaz toxiques et il y a hélas de fortes chances pour que des firmes allemandes soient impliquées dans cette affaire. En première ligne, la société Imhausen, soupçonnée depuis le début d'avoir fourni à la Libye certains éléments clés pour fabriquer des armes chimiques. Aujourd'hui, le magazine Stern affirme qu'elle aurait même vendu aux Libyens les plans de l'usine de Rapta. Et ce n'est pas tout, deux nouvelles firmes ouest-allemandes, dont la société Merck, ont reconnu avoir elles aussi livré du matériel aux Libyens, très exactement 19 tonnes de dichloroéthane, avoue le porte-parole de la compagnie qui précise « c'est un produit chimique à tout faire ». En somme, si le mécanisme de montage de l'usine semble aujourd'hui parfaitement clair, il reste à prouver qu'elle fabrique bien des armes chimiques, mais pour le moment, il faudra se contenter de ces vues aériennes de Rapta prises par le satellite français Spot. La répression en Roumanie. Depuis 4 mois, nous nous inquiétions à Antenne 2 du sort de Doina Cornea. C'est une professeure de français qui avait été interviewée par notre magazine Résistance. Elle avait osé, à cette occasion, critiquer le régime dictatorial de Ceausescu. Effectivement, pendant ces 4 mois, elle a été mise au secret et humiliée. Son gendre vient d'arriver à Paris et il l'a vue il y a quelques jours à peine. Écoutez son témoignage. En français, qui travaille à la télévision française, le film a paru, bien entendu, à la télévision. Et puis j'ai été arrêtée, encore un motif, j'ai répondu les papiers des manifestes. Après le 15 novembre. Et c'est interdit ça ici en tout? Bien entendu, ça c'est puni par la loi. Doina Cornea est roumaine. À 66 ans, elle vient de vivre 4 mois de cauchemar, coupée du monde. La raison, elle a osé, devant des caméras, critiquer le régime de Nicolae Ceausescu, ici un crime impardonnable contre celui qui s'est lui-même surnommé, en toute simplicité, le génie des Carpates. En Roumanie, le conducteur suprême est partout, pas un seul journal télévisé sans son visage, pas une seule librairie sans ses livres. Dans ce concert de louanges à la spontanéité douteuse, la voix de Cornea était insupportable. Une interview, 4 mois d'humiliation, de privation de liberté, un tarif à l'image de Ceausescu. Elle a été frappée de manière beaucoup plus importante que la première fois parce qu'elle a été giflée plusieurs fois avec violence et puis à la fin de l'interrogatoire, le policier l'insultait et il lui a donné un grand coup de pied qui était en quelque sorte la conclusion de cet interrogatoire. Lorsqu'elle sortait, elle était accompagnée par un policier. Ce policier l'insultait devant la population lorsqu'elle faisait la queue pour faire ses provisions. Aujourd'hui, Doina Cornea ne semble plus seule. D'autres voix osent s'élever contre ce pouvoir, mais il serait surprenant que Ceausescu les supporte davantage. Oui, je vous rappelle que le 26 janvier, le magazine Résistance sera de nouveau consacré à la Roumanie du dictateur Ceausescu, un régime que plus personne ne défend. Hier, par exemple, Georges Marchais l'a violemment condamné dans L'heure de vérité. D'autres informations internationales dans l'actualité de ce mardi. En bref, en images, Bruno Gex. Les Français quittent le Tchad sur la pointe des pieds. 300 des 1300 soldats du dispositif épervier se retirent de la base de radar de Moussoro, située au nord de la capitale N'Djamena. Principale raison de ce démantèlement, le récent réchauffement diplomatique entre le Tchad et la Libye et la victoire en 87 des Tchadiens sur les armées de Kadhafi à Ouadidou. Rencontre historique ce matin au Vatican entre le pape Jean-Paul II et le Premier ministre iranien Hossein Mousavi en visite pour 48 heures en Italie. Les deux hommes ont évoqué un possible échange de prisonniers de guerre entre l'Irak et l'Iran. Échange de cadeaux. Au même moment, des manifestants anticommunistes dénonçaient Place Saint-Pierre, la guerre et la répression au pays de l'intégrisme. Premier match officiel hier en Italie de l'équipe palestinienne de l'OLP. Inexpérimentés, les Rouges ont essuyé une défaite face aux joueurs toscans d'Empoli, ici en bleu, classés en 2e division. Le score 2-0. Cette tournée sportive et diplomatique dure une dizaine de jours. Les joueurs de l'OLP doivent prochainement se rendre en France. Scandale en Italie, la direction de Fiat propose de bien étranges contrats à ses ouvriers, ou plutôt de bien étranges marchandages. Oui à certains avantages, oui à certaines signatures de contrats, à condition de déchirer les cartes syndicales.
Marcel Tria, notre correspondant en Italie, a enquêté sur un de ces cas. Une mère et un père brisés. Leur fils aîné Giuseppe s'est tué en moto le 22 juillet dernier, il avait 18 ans. Chaque matin, au cimetière de Turin, ils reviennent se heurter à l'irrémédiable. Le jour de l'enterrement, un cadre était venu présenter les condoléances de la Fiat, où Angelo Bitorzoli travaille depuis 23 ans. Apporte les factures, aurait-il dit. La Fiat participera aux frais. Il y en avait pour 45 000 francs environ. Il faut préciser que moi, je n'avais rien demandé à la Fiat. Une fois qu'ils ont eu les factures, après 15 ou 20 jours, on m'a fait savoir que le bureau d'assistance avait enquêté sur moi et qu'ils avaient découvert que j'étais inscrit au syndicat à la CGIL. Aussi, ils étaient désolés, mais ils ne pouvaient rien faire pour moi. Là, j'ai compris. Vous voulez dire que je devrais déchirer la carte du syndicat? Et pourquoi pas celle du Parti communiste, où je suis inscrit aussi? Pour avoir l'argent. Alors j'ai dit non. Je suis croyant, j'ai dit. Et en ce moment, mon fils nous écoute. Et mon fils ne serait pas d'accord pour faire une chose pareille. Angelo Bitorzoli est cariste à la carrosserie de la Fiat. Il gagne environ 5 000 francs par mois. Mais grâce au ménage fait la nuit par sa femme et à force d'économie, il est aujourd'hui à l'abri du besoin. C'est l'argument utilisé par la direction pour réfuter ces accusations. N'étant pas nécessiteux, il n'avait aucun droit à cette aide. Personne ne lui a promis. C'est lui qui a fait la demande, ayant su que d'autres avaient bénéficié de cet avantage. Et on lui a expliqué qu'il n'y avait pas droit. D'après lui, c'est le chef qui lui avait promis ce remboursement. S'il dit ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge complet. En un mot, la Fiat nie tout. Tout. Pourtant, d'après le ministre du Travail, les premiers résultats des enquêtes qu'il a ordonnées dans les ateliers confirmeraient l'existence de nombreux cas de pression antisyndicale, même si les salariés de la Fiat ne se précipitent pas pour témoigner. Rien, non, rien. Vous avez entendu parler de cette histoire? J'ai entendu parler de rien. Un ouvrier italien ne peut jamais prendre le risque de venir devant les portes de l'usine et dire « voilà ce qui m'est arrivé ». Il ne le dira jamais. C'est la même chose qu'en Sicile, quand ils ont assassiné quelqu'un et personne n'a jamais rien vu. C'est vrai ce qu'il dit? Oui, tout est vrai. Patrons et ouvriers, à chacun sa vérité. En sport, les Français très médiocres aux internationaux de tennis d'Australie, seul Eric Vinogradski s'est qualifié pour le deuxième tour chez les hommes. Yannick Noah faisait son retour à la compétition après presque 5 mois d'absence et de blessures. Malheureusement, il était tombé au premier tour sur l'un des hommes les plus en forme du moment, Mark Woodford, l'Australien. Et Noah a dû s'incliner au 5e set d'un match très intense. En ski, nouvelle victoire du luxembourgeois Girardelli dans un slalom géant à Delboden. Il gagne devant le Norvégien Furuset et l'Italien Tomba 3e. Girardelli augmente son avance en tête de la Coupe du Monde. Comment s'y retrouver dans tous les livres qui paraissent sur la Révolution? Déjà plus de 500 livres à l'occasion du bicentenaire. Chaque commune, chaque corps de métier sort le sien. Alors, lequel acheter? Surtout quand on a tout oublié du cours d'histoire. Petite sélection, Sylvie Marion. Confondez Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine. Vous ne faites pas la différence entre les massacres de septembre et la terreur. Vous ne savez plus ce qu'est le serment du jeu de paume et vous êtes pris de tournis dans les librairies qui croulent sous les livres sur la Révolution française. Alors, inventez-vous de toute urgence une nièce ou un filleul et procurez-vous la Révolution française racontée aux enfants. Déjà un best-seller auprès des adultes, ce livre met en place tous les événements, tous les personnages. Alors et alors seulement, vous pourrez piocher dans les chronologies. Après les chronologies, vous serez mieux pour les synthèses, plus subtiles que vous ne le pensez en général. On sent très bien qu'il y a deux courants, deux personnes pour qui la Révolution, c'est avant tout le bain de sang.
incarné par la terreur, et un autre courant pour qui on sent que la révolution, c'est avant tout les grandes idées, les droits de l'homme et la naissance d'un idéal républicain. La révolution, c'est la naissance de la droite et de la gauche. Si vous pensez que la révolution est finie, il faut lire les Furets. Si vous pensez qu'il y a encore des Bastilles à prendre, il faut lire les Vauvel. Si vous êtes une femme, découvrez des textes féminins occultés jusqu'à nos jours. Pamphlets révolutionnaires, discours d'aristocrates. Hommes et femmes, faites-vous guider, en famille, dans la France de 1789. La moindre commune a mis à jour son histoire pendant la Révolution. Et comme vous serez très fatigué, vous pourrez vous détendre en riant, avec ou contre les révolutionnaires. Voilà, il y avait un tiercé, on va aller très vite maintenant. Il y avait un tiercé, c'était à Vincennes, l'ordre d'arrivée 13, 4 et 3. Voici les rapports, ils sont très gros pour ce tiercé. Fin de cette édition, la météo tout de suite avec Sophie Davant. Vers minuit, Henri Sagnier pour la dernière édition du journal. Puis n'oubliez pas Télématin, demain à partir de 6h45. Excellente soirée sur Antenne 2, à demain soir 20h.